Alors, bonjour à tous, j'ai un peu de retard, je suis désolée, j'avais 2-3 trucs à préparer et notamment, je voulais vous montrer ça, le feuilleton d'Ulysse, pour une chose hyper importante, c'est que je dois de grosses excuses à toute une communauté de papas et de mamans qui font l'instruction à la maison, ça s'appelle les IEF. J'en ai parlé la semaine dernière et en fait, la manière dont j'ai présenté les choses a été mal perçue, je me suis mal exprimée et en plus j'ai parlé d'une chose que je maîtrisais mal et c'était pour défendre le fait qu'on ait une école dans laquelle je croyais et je me suis vraiment fourvoyée en montrant des choses que je ne maîtrisais pas bien, que j'aurais mieux fait de demander autour de moi, de demander des précisions avant d'exposer cela. Et en fait, il y a une chose, en lisant Ulysse à ma fille ce soir, qui m'a vraiment fait penser à vous, tous les parents qui font l'école à la maison. Et je vais vous dire, parce que ça retranscrit vraiment le fond de ce que tout le monde a partagé avec moi. Je vous le dis et après je vous en dis plus sur tout ça et notamment sur ce que je veux changer pour l'école parce que vous avez vraiment réveillé plein de choses. Vous allez voir. Donc Ulysse dit, en retrouvant Pénélope au bout de 20 ans, il doit repartir pour apaiser la colère de Poséidon et il dit « Qu'ai-je donc fait de ma vie ? On chantera mes exploits peut-être encore des siècles et des siècles après ma mort. Et alors, gloire, célébrité, vanité, à quoi cela me servira-t-il une fois que ma vie sera finie ? J'aurais mieux fait d'apporter joie et bonheur à ceux qui m'aiment ici et maintenant. » Et cette phrase est importante. Au lieu de cela, je ne leur ai procuré que chagrin en ne sachant suivre l'étoile qui me ramenait auprès d'eux. Et en fait, la motivation des parents qui font l'école à la maison est liée aussi au fait d'apporter ce qu'on peut apporter à l'enfant, d'arrêter de vivre loin de lui, de ne le voir que quelques heures par jour, et encore quelques heures, quand je dis quelques heures, il y a des mamans qui le voient 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, un bisou avant de dormir. C'est souvent pas par question de choix, c'est souvent des questions d'obligation professionnelle. Une maman qui doit faire le ménage, par exemple, quand les bureaux sont fermés, ne verra pas son enfant au moment où lui il doit se coucher. Donc tout ça, ce sont des choses difficiles à vivre, et plutôt que plus d'aisance, ces mamans et ces papas ont choisi plus de présence auprès de leur enfant. Et ce qui ressortait énormément de toutes ces discussions, j'ai passé des nuits à lire tout ce que vous m'avez écrit et tout ce que vous avez partagé, c'était ça, c'était vraiment pouvoir apporter quelque chose à l'enfant qu'on a mis au monde et ne pas le livrer à l'école, pouvoir partager des choses avec lui, lui faire vivre des choses importantes. L'autre chose qui est vraiment ressortie de tout ça, donc c'est en voyant cette erreur que j'avais faite, je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça, je fais que dire à mes enfants que l'erreur peut être transformée, qu'elle doit être valorisée et qu'on n'a pas toujours raison et qu'on ne peut pas toujours bien faire. Donc je me suis dit, suite à cette erreur, il faut que je le transforme et que j'étudie tout ça et que je vois ce que je peux en faire. Donc déjà, ce monde de l'école à la maison est un monde extrêmement tolérant parce que tout le monde aurait pu m'invectiver, me traiter de tous les noms, me dire au revoir, salut et ne pas me répondre, qu'ont fait ces mamans. Elles ont dit ça nous fâche, on n'est pas contente et vous ne connaissez pas bien notre monde. J'aurais dit je suis désolée, effectivement j'ai mal compris, mal étudié, je me suis exprimée trop vite. Et elles ont répondu. Et elles ont répondu des textes comme ça, en m'expliquant comment ça se passait, en me disant qu'en fait elles conciliaient vie professionnelle et vie avec les enfants, qu'en fait c'était un épanouissement, que parfois ce n'est pas un choix, c'est parce que l'école ne répond pas aux besoins de leurs enfants, parce qu'ils sont porteurs de handicap, parce qu'ils ont des troubles, des dysorthographiques, dyscalculiques et ainsi de suite, parce qu'ils ont des troubles comme la TDAH, ce sont les enfants hyperactifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et je me suis retrouvée au milieu d'une communauté hyper bienveillante qui a commencé à me parler aussi de harcèlement à l'école et de harcèlement lié aux professeurs. Pas que le harcèlement d'enfants, mais le harcèlement de profs. Et là, je sais pas, ceux qui me suivent depuis longtemps, à l'époque, on a commencé à parler de harcèlement à l'école, mais de harcèlement
entre enfants, en disant il faut bien faire attention, il faut suivre tous les signes que l'enfant donne et détecter cela très vite. Et j'avais fait un papier en disant le harceleur est souvent le plus triste et le plus délaissé parce que s'il a besoin d'embêter les autres, c'est qu'il est mal dans ses baskets. Et j'avais poursuivi en disant attention, il n'y a pas que le harcèlement entre enfants, il y a le harcèlement prof-enfant. Et ça, je l'ai déjà entendu de classe en classe. Je ne l'ai pas vécu moi-même. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans une école de campagne. J'avais des professeurs, on était en double niveau, des professeurs vraiment adorables. Mais j'ai déjà eu des échos et surtout, j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent depuis longtemps pour me dire que dois-je faire, ça se passe mal et je n'ai aucun recours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé d'une concertation que j'ai envoyée à Monsieur Blanquer, notre ministre de l'Éducation. Elle faisait l'objet de ma vidéo précédente. Et je dois dire que cette concertation, Monsieur Blanquer a répondu dans les 2 heures quand je lui ai envoyé. Donc juste pour dire qu'il est très à l'écoute. Et vraiment sensible à tout ce qu'on peut suggérer. Comment j'ai eu l'idée de faire cette concertation? Pas parce que j'ai des vues de l'esprit, je gagne 0 € pour ça, je suis payée nulle part, c'est juste le désir profond de changer l'école, de l'améliorer. Alors, une maman m'a écrit pour me raconter l'histoire de son fils. Son fils a 14 ans, il est au collège à Reims. On lui découvre un problème à la jambe, il ne peut plus marcher. Son fils, à 14 ans, se retrouve en fauteuil roulant. Ils sont obligés de faire des examens. Son fils manque des semaines, donc c'était à l'automne 2016. Il manque des semaines de cours. Et là, il n'y a aucun suivi administratif du collège, il n'y a pas de suivi de la part des professeurs. Je ne sais pas si c'est général, en tout cas de la plupart des professeurs. Elle n'a pas su comment faire suivre à son enfant et les 2 parents travailler. Suite à cela, l'enfant a pu revenir un petit temps en classe en début d'année, janvier ou février. Et à ce moment-là, le professeur avait prévu un contrôle de maths, professeur de maths avait prévu un contrôle et avait bien dit à tous les camarades de ne pas prévenir ce petit garçon que ce contrôle avait lieu. Donc, pour bien faire payer son absence à cet enfant, qui en plus avait un soupçon de cancer, enfin de maladie cancéreuse au niveau de la hanche ou de la jambe. Je ne sais pas exactement où ça se situe. Donc là, je lisais ce que me disait cette maman, je me disais, ce n'est pas possible. L'école, ça ne peut pas être ça. On ne peut pas prendre les enfants en otage comme ça. C'est impossible. Et c'est là que je lui ai dit, il faut changer les choses, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai lancé cette première concertation avant les élections. Mais cette concertation-là n'est pas suffisante. Je me suis rendu compte en parlant à toutes les mamans IEF qui ont notamment des enfants porteurs de handicap ou des enfants victimes de harcèlement. Parce que dans cette concertation, je propose énormément de changer le statut des professeurs, de leur permettre de sortir de l'école quand ils n'en peuvent plus. Mais j'ai réalisé que je n'allais pas assez loin. Ce qui m'a alertée aussi sont d'autres exemples. Donc une copine qui a assisté à un goûter que j'organisais dans le digital qui s'appelle Gourmandise numérique et sucrée. Elle venait parce qu'elle travaillait pour un cinéma pour les enfants, Place des Halles à Paris. Et elle m'a dit c'est tellement génial, j'ai envie de faire autre chose, je me forme à Montessori. Je lui ai dit génial, je t'accompagne, il lui fallait un dossier, on a fait ça ensemble et je l'ai revue récemment, elle adore sa formation, mais elle est avec des petits en classe et un petit n'arrêtait pas d'uriner sur lui. Elle demande aux formatrices ce qu'il se passe, pourquoi l'enfant n'est pas suivi, n'est pas changé, et pas les formatrices les aident comme des aides maternelles, lui disent ce n'est pas la peine, on changera avant que ses parents n'arrivent, parce que de toute façon il urine constamment sur lui. Et là, on se regardait toutes les deux et on se disait que là aussi il y avait un problème. Et on parle bien d'école Montessori, donc d'école privée. Suite à tout cela, je me suis rappelé différentes séquences. Je me suis dit, où en suis-je moi? Ai-je fait souffrir mes élèves? Parce que la dernière année, notamment, je me souviens, j'étais enceinte de ma 2e, je me souviens de fatigue et je me souviens de découragement. Je me souviens de découragement parce que mes collègues voulaient supprimer, à un moment il était question de supprimer la fête finale de fin d'année dans mon école. Déjà qu'on avait 0 fête de l'année, donc si en plus on supprimait celle-là, là je me suis dit, bon, ce n'est plus possible, l'école c'est plus pour moi, enfin dans ces conditions, il va falloir que je change. Donc j'étais un peu fatiguée, découragée. Je me suis demandé si j'avais fait souffrir des élèves.
Et là, l'été dernier, j'ai eu l'occasion de discuter avec un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui est en 4e maintenant, que j'ai eu en CE2 lors de ma dernière année avant de monter Super Julie. En discutant, Arthur me dit « Oh, et je me rappelle le 12,5 que j'avais eu en histoire. » Et là, je me dis « Quoi ? 12,5 en histoire ? Mais bon, déjà, c'est pas grave. Et en plus, comment il peut se rappeler ça 4 ans après ? » Eh bien, ça l'a marqué, il était bon en histoire et selon le barème que j'avais mis en place, il avait eu 12,5. Évidemment, il s'est rattrapé après, c'est un très bon élève, il n'a jamais failli, il s'en est remis et ça n'a pas plombé sa scolarité. Mais là, on prend conscience qu'on marque durablement un enfant. L'autre chose qui a marqué Arthur, qui était un élève très appliqué, qui écrivait très 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 bien, c'est qu'il écrivait plus lentement que la moyenne, mais il présentait divinement tous ses documents. Et là, il me disait oui, et puis moi j'étais lent. Et là, je me dis mince. Donc j'ai dû lui dire à un moment ou à un autre, non Arthur, t'es trop lent, là il faut finir, il faut qu'on arrête. Et là, évidemment, on ne veut pas être malveillant, on ne veut pas coller d'étiquettes à l'enfant parce qu'il s'agit de ça, de lui coller des étiquettes, mais malgré tout, il nous arrive de lâcher des choses qui peuvent être marquantes pour le petit. Et là, dans la même classe, je me suis rappelé qu'il y avait un petit garçon qui s'appelle Alexandre, qui lui avait une certaine forme d'inertie. Disons que quand on lui posait une question, il était très surpris et avait du mal à répondre. Et je me rappelle aussi lui avoir dit « Allez Alexandre, donne-moi une réponse », enfin d'avoir été peut-être un peu, de l'avoir sollicité peut-être plus qu'il ne fallait, quoi. Bon, alors tout ça, je me souviens que sa maman essayait de me parler en disant oui, mais alors peut-être que c'est pas la bonne méthode et que du coup je me disais bon, effectivement il faut, mais il y a l'urgence de la classe, il y a toujours cette urgence et cette pression et ça c'est quelque chose qu'il est difficile de réduire et il faut vraiment transformer l'école profondément comme je propose dans la concertation à cause de cette pression, il faut que cette pression réduise. Après, il y avait autre chose. Je me rappelle que ce qui pouvait générer des fâcheries de ma part, c'était par exemple des signatures que je réclamais qui n'arrivaient pas. Et là, je me suis dit, mais pourquoi une signature que je réclamais et qui n'arrivait pas au bout de la 5e réclamation pouvait me fâcher ou me faire élever la voix alors que je déteste ça, je n'aime pas le bruit et puis je n'aime pas me fâcher avec les élèves. Et là, je me suis dit, il faut réfléchir à tout ce mode de fonctionnement. Pourquoi réclame-t-on une signature ? Parce que c'est le gage que le parent suit le travail de l'enfant. Mais est-ce vraiment un bon gage, le fait que le parent ait signé un cahier ? Est-ce que vraiment il a vu le travail de l'enfant ? Est-ce qu'il s'y est vraiment intéressé ? Eh ben non, en y réfléchissant, une signature, ça ne veut strictement rien dire. Parce qu'une signature, c'est fait sur un coin de table, c'est fait en 2 minutes. Et ça ne veut pas dire que le parent s'est intéressé aux réponses de l'enfant, qu'il a revu le travail avec lui et qu'il l'a suivi de manière approfondie. Donc une signature, ça n'a rien d'intéressant par rapport à du présentiel. Donc je me suis dit que plutôt que de perdre du temps en classe avec des réclamations de signature à la noix de contrôle qui de toute façon ne prouvent rien, on ferait mieux d'instaurer, comme je le suggère dans la concertation, une vraie rencontre en présentiel avec le parent tous les mois et demi avec chaque parent, même avec les enfants qui marchent bien à l'école. Et ça, je l'approfondis plus dans la concertation que je vais vous soumettre là, que j'ai posté sur Facebook. Donc ça, on va remplacer de l'artificiel par du lien réel, par de l'entrevue, par le fait que les gens se rencontrent. Alors, que se passe-t-il à l'école et pourquoi en fait on en vient à des situations de stress, de harcèlement et de tension entre profs et élèves? Parce que l'école est un huis clos, qu'on ne sort pas beaucoup, que c'est un endroit où il y a du bruit si on y prend garde. Moi, le bruit, c'est un des trucs qui m'a fait fuir l'école. Hein. Je détestais le bruit et le bonheur de ne plus être 100% dans les classes, c'était de ne plus avoir de bruit. Il y a un mal-être des enseignants et il y a des enfants qui sont malléables. Après, je ne mets pas tout sur le dos de l'enseignant. Il faut vraiment bien proportionner les choses parce qu'il y a aussi des enfants qui sont vraiment difficiles et des parents qui ne suivent pas forcément. Je vais en parler un petit peu après.
Mais le fait que les enfants soient malléables, là, on a la parole de l'enfant contre la parole de l'enseignant. Il y a énormément de mamans qui m'ont écrit pour me dire, dans mon village, il y a une enseignante qui depuis 16 ans prend un tiers de la classe en grippe, se dit qu'elle va leur mener la vie dure pour soumettre le reste de la classe et régner par la terreur. Donc on a une forme de dictature qui se met en place. Et comme l'enseignant est tout puissant et qu'ils ne sont pas deux dans la classe ou très rarement, ou que si en maternelle il y a une ATSEM, l'ATSEM n'a pas à intervenir sur ce que fait l'enseignante. Et ça, Christophe, qui me suit souvent en vidéo, le sait bien parce qu'il est ATSEM et qu'il en souffre. Donc on a cette toute puissance de l'enseignant, et quand le parent essaye de dire quelque chose, souvent les collègues n'apportent pas de témoignage, même s'ils sont au courant, et les autres parents se taisent parce qu'ils ont peur que l'enfant soit la victime de cet enseignant qui agit mal, qui se comporte mal avec les enfants. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, Christophe Clément, qui est là, et qui apporte tellement d'éclairage souvent sur ce qui se passe. J'ai une enseignante tellement laxiste que j'appelle ça de la maltraitance. Bon, ben c'est aussi dans ce sens-là. Oui, des profs qui ne préparent pas vraiment les classes et qui laissent tout aller comme ça en n'apportant pas grand-chose à l'enfant. Donc, l'enfant qui est malléable, ça, le fait que l'enfant soit soumis à l'enseignant, dès que le parent ouvre sa bouche, je vois que Nathalie est là, et dès que le parent dit quelque chose, le lendemain, le professeur peut le faire payer à l'enseignant, à l'enfant. Et Nathalie m'a déjà rapporté un cas où elle a signalé quelque chose en réunion parents-prof au prof, et le lendemain, le prof a pris sa fille à partie, ou son fils, je ne sais plus duquel il s'agissait, je crois que c'est la fille, à partie devant tout le monde, en faisant une remarque sur les parents. Et là, la fille était tellement gênée que plus jamais la maman n'a osé dire quelque chose. Donc là, on a vraiment une enfant qui est mise sous pression par rapport au groupe classe par le professeur. Donc être la cible d'un professeur en classe, c'est jamais agréable. Donc il y a il y a vraiment, j'ai beaucoup de témoignages. Je pense que je vais tous les recueillir. Je vais faire des copier-coller des pages Facebook. Je vais ouvrir un document, un Google Form sur lequel vous pouvez ajouter vos témoignages, parce que vu que M. Blanquer m'a invité à parler de la première concertation, j'espère pouvoir boucler la deuxième très vite et compléter la première, et pouvoir parler de tout ça avec lui, parce que le vrai nœud de l'école se situe là, dans la relation enfant-prof et prof-parent, dans ce trio qui bloque souvent. Donc, par rapport à ce qui se passe à l'école, oui, je parlais du fait que ce soit un huis clos, que les enfants sont soumis à l'autorité du professeur, qui peut se comporter en dictateur, et qu'il y a un mal-être de l'enseignant qui se reporte sur les enfants. Le mal-être de l'enseignant est dû à quelque chose qu'il vit dans sa vie intime, ou alors un mal-être psychologique, ou à son ressenti dans la population. Je peux vous jurer que quand j'étais instite et qu'on me demandait ce que je faisais, j'ai déjà failli me prendre des plats dans la figure si j'étais au restaurant, ou des regards méprisants, hargneux, dédaigneux de la part de personnes auxquelles j'annonçais mon métier. Je me suis demandé pourquoi on me regardait comme ça. Donc, notamment à la terrasse d'un restaurant, où le restaurateur très sympa discutait avec nous et en vient à nous demander ce que nous faisions. Quand j'annonce que j'étais un site, c'était limite, il ne me jetait pas les plats comme ça devant moi. J'ai cru qu'il a fallu que je me lève et que je m'en aille. Et du coup, j'ai cru que c'était parce qu'il détestait les grèves par absentéisme, grévisme, taux de grève immodéré, et ainsi de suite. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit que peut-être en ayant été petit, il avait été victime d'un enseignant. Et que ça laisse des marques. Que vous êtes nombreux, les parents, à me parler de ce qu'il arrive à vos enfants, mais de ce qui vous est arrivé à vous. Et là, quand on se retrouve
comme Mounia par exemple, victime d'une maîtresse à laquelle on dit en CE2 qu'on a mal au ventre, que la maîtresse nie ses maux de ventre toute la journée, que la petite se traîne jusqu'à sa maman le soir en ayant tellement mal qu'elle ne pouvait pas boucler son cartable, que la maman et le papa l'emmènent à l'hôpital, qu'elle a une appendicite et qu'ils sont obligés de l'opérer sur le champ, là on se dit que la petite a dû souffrir le martyre et Mounia est maman maintenant, elle a un enfant. Et elle parle de ça, c'était en CE2, donc elle se rappelle évidemment cette souffrance. Ensuite en CM1, elle avait changé de classe, la maîtresse lui a donné un polycope en demandant de le mettre dans le classeur. Mounia venait d'arriver, elle n'avait pas de classeur, elle ne savait même pas ce que c'était. Elle plie joliment sa feuille en deux, la glisse dans son cahier, la maîtresse s'en aperçoit et lui donne une claque dans la classe de rage. Mais il n'y avait plus d'enfants. Ensuite, la petite Mounia a pleuré et les enfants lui ont demandé ce qui lui est arrivé. La maîtresse a dit qu'elle avait une poussière dans l'œil. Donc la maîtresse n'a même pas assumé son geste. Donc là, il s'agit même de violence physique. Et plus tard, quand elle était avec un autre professeur, Mounia avait un cartable qui ne plaisait pas au professeur, qui n'était pas apparemment standard. Il a pris son sac, il a vidé toutes ses affaires sur sa table et elle a dû repartir avec ses affaires dans les mains jusqu'à la maison. Et tout ça, ce sont des traumatismes qui restent, qui sont marqués à vie dans le cœur et le corps de ces mamans qui ont vraiment souffert devant toute la classe. Donc, on m'a cité un autre exemple, ces professeurs qui prennent la feuille, qui devant tout le monde trouvent le travail tellement mauvais qu'elle montre le travail aux autres enfants en disant « Est-ce que vous trouvez que c'est du travail ça ?» et qui jettent le travail à la poubelle. Donc c'est comme si le patron que vous avez ou votre directeur ou votre inspecteur pédagogique prenait votre travail en le montrant à vos collègues et en disant « Est-ce que vous trouvez que c'est du travail ce qu'il a fait ?» et qu'il le montrait à tout le monde en l'exposant comme ça pour vous humilier. Donc je trouve que l'humiliation est vraiment très grave et je dis pas que je suis blanche là-dedans, hein. J'essaye de réfléchir à tout ce que j'ai pu faire, j'espère ne pas avoir traumatisé mes élèves, mais il y a toujours un moment en fait où il est temps de faire cesser ça, où on se dit qu'on peut agir autrement et que bien sûr que l'enfant qui n'y arrive pas, on ne va pas montrer son travail devant tout le monde en disant mais regardez comme il est nul. C'est le meilleur moyen de bousiller quelqu'un, quoi, de l'anéantir. Donc là, dire qu'on est nul, évidemment, on parle à nouveau d'étiquette. Donc on pose une étiquette sur l'enfant, on lui dit qu'il est comme ça et qu'il ne peut pas être autrement. Et là, évidemment, on se retrouve à nouveau avec un enfant qui sera obligé de voir un psy derrière, certainement, qui n'osera pas forcément en parler aux parents parce que les parents n'ont jamais abordé le harcèlement psychologique. Ils ont parlé à l'enfant du fait de se défendre dans la cour de récré, de ne pas se laisser taper dessus, des violences physiques qui peuvent être faites, mais les violences psychologiques, qui en parle à ses enfants? Moi, je me rends compte que je n'en ai jamais parlé à mes enfants. J'ai jamais dit que si un enseignant faisait ça ou lui disait qu'il était nul, ce n'était pas normal. Mais je me dis qu'il va falloir que j'en parle, parce que même si ça n'est pas le cas ou si ça n'arrive pas, l'enfant doit savoir, ou même s'il l'entend chez un petit copain, ça doit être dénoncé, même s'il n'est pas la cible d'un tel comportement, les enfants peuvent être des témoins. Alors, quand j'ai vu tous ces témoignages qui affluaient à ces sujets-là, ces enfants qui sont sortis de l'école parce que l'école les a broyés et que les parents ne pouvaient décemment pas laisser leurs enfants dans ces situations-là, dans ces circonstances-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment réfléchir à quelque chose à mettre en place. Alors j'ai pensé à un numéro vert parce qu'on a des numéros verts pour femmes battues, pour enfants battus, et ce cas est suffisamment grave pour qu'on mette un numéro en place. Peut-être que ce numéro serait submergé et ça poserait problème évidemment. Il faudrait tout du moins mettre un site internet en ligne dans lequel on pourrait remplir un formulaire standardisé et suite à cela, il faudrait évidemment une enquête locale qui ait des témoins, que d'autres parents attestent de l'agissement de l'enseignant, que les collègues
pourquoi pas, disent que oui, qu'il y a un problème avec cet enseignant, envisager un suivi psychologique et peut-être une mise à pied ou une retenue sur salaire. Je ne sais pas quels sont les moyens de contrer ces agissements. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous invite à y réfléchir ensemble. Je propose ce à quoi j'ai pu penser en passant ma serpillière ce week-end, parce qu'il n'y a que dans ces moments-là qu'on trouve des solutions quand on fait un truc qui ne nécessite aucune réflexion. Et là, je me suis dit, pourquoi pas inventer un truc comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que les parents aient un moyen d'agir, ne soient pas tout seuls, que ce ne soit pas abusif, que ce soit vérifié, parce qu'on ne peut pas dénoncer les agissements d'un professeur de manière abusive et que tout le monde se ligue contre quelqu'un sans que ce soit vérifié. Il faut évidemment qu'il y ait des témoignages d'enfants et il faudrait oui, qu'il y ait un nombre minimum d'intervenants. Alors, je regarde un petit peu vos interventions parce que je pense qu'il est bon de relever. Céline Engel dit: j'ai vécu la même chose avec une sciatique, je ne pouvais pas m'asseoir et la maîtresse m'a secouée. Formidable. Donc là, la prise en compte du vécu de l'enfant et de sa douleur est réelle. Enfin, il faut vraiment l'écouter quand il exprime ses mots, et en général, c'est pas du cinéma. C'est comme le fait d'aller le laisser boire quand il a soif. Mais je sais que c'est le bazar. Je sais que moi aussi, j'ai dû certainement interdire à un enfant d'aller boire. Mais bon, il faut trouver des moyens de les laisser bouger certainement plus et puis de prendre en compte les douleurs. Alain Bescon, je crois qu'il est éducateur. Hein. Alain, tu confirmeras si tu veux bien. L'enseignant dans la toute-puissance, ça me rend dingue. Tes histoires sur la souffrance sont banales et endogènes. Une classe avec plusieurs maîtres et maîtresses, ça a une autre allure. Et obligatoirement, le gosse va transférer sur l'un. N'oublie pas Wallonne, Ouri, Freinet. C'est de la démolition organisée. Alors, je pense pas, non, que ce soit de la démolition organisée. Moi, une classe avec plusieurs maîtres et maîtresses, ça me paraît bien. D'ailleurs, il y a des classes qui ont été mises en place par Najat Vallaud-Belkacem à 2 enseignants par classe, et apparemment les résultats sont excellents, ça marche très bien. Ensuite, les histoires sur la souffrance qui sont banales, non, c'est banal parce que ça fait des années que personne ne dit rien et que ça fait longtemps que les parents devraient avoir le droit aussi de dire. Parce que justement la classe est un huis clos et qu'on néglige ça. Je ne dis pas que l'enseignant n'a jamais raison, et il y a aussi une maîtresse qui m'écrivait là en disant que des femmes de ménage, des agents municipaux devaient nettoyer une classe, qu'elle demandait à 3 élèves qui étaient dans la classe de bien vouloir partir parce qu'elles voulaient commencer leur travail, et que l'un des élèves a répondu: ta gueule, sale pute. Donc l'enseignante a entendu, et évidemment il va y avoir blâme. Et cette maîtresse a agi de manière respectueuse pour les enfants, intelligente, en les prévenant qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela et qu'il allait falloir qu'il y ait réparation par rapport à cet agent d'entretien qui n'a pas à être traité comme ça. Et évidemment qu'on a des enfants aussi qui sont irrespectueux, qui sont mal éduqués, parce que ça arrive, qui ont un langage pas du tout châtié, et qu'il faut absolument redresser ça. Je ne suis pas du tout pour la permissivité et pour l'impunité. Je suis pour l'exigence. Je veux absolument qu'on se respecte tous, qu'on ait un langage de haut niveau, et qu'il y ait réparation s'il y a un souci. On parlait longuement sur ma page Facebook privée des bouches d'incendie qui ont été ouvertes dans les banlieues, et l'équivalent de 60 piscines olympiques ont été envoyées en l'air. Il s'agit d'eau potable et on ne peut pas se permettre de gâcher l'eau.
je ne suis pas pour que ça reste impuni. Je le dis sincèrement, j'aimerais bien qu'il y ait des travaux d'intérêt général qui soient, que l'on soumette les responsables à des travaux d'intérêt généraux et qu'on arrête avec la permissivité qui amène à des dérives. Ceci dit, je veux vraiment qu'il y ait un respect pour tous et qu'on en arrive à avancer dans l'éducation en se tenant la main. Et pour ça, on a besoin des parents, on a besoin des professeurs, on a besoin des parents et on a besoin de parents qui viennent. Parce que les parents ne répondent pas tous aux appels. Moi, il y a des parents que j'ai essayé de voir pendant des années, j'ai jamais pu les voir. Donc ça, c'est vraiment difficile. Alors, juste... Ouais, Christophe Clément qui dit « Fut un temps où on parlait de maître, un enseignant, un éducateur. Seulement les enseignants ont vu d'un mauvais œil l'arrivée de l'éducateur pour leur place. » Oui, c'est possible. C'est possible. Je trouve bien d'être plusieurs dans une classe. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais en surplus dans des écoles, quand je faisais des remplacements. Du coup, j'assistais des profs qui avaient besoin d'aide. C'était hyper sympa parce qu'on pouvait échanger toutes les deux et on pouvait débriefer après sur la séance qu'on avait faite. C'était vraiment chouette. C'était une expérience très intéressante. Dans le document, dans la concertation que j'ai appelée Keep School, stop à la maltraitance scolaire. L'essentiel des solutions dont je parle ont trait du coup à cette cellule à mettre en place pour pouvoir parler de... Ouais, d'accord avec Christophe Clément, oui, le fait que les professeurs ne soient pas pour avoir plusieurs éducateurs, enfin être plusieurs en classe. Je sais pas, et ce sont des mentalités à changer. Et il faut aussi peut-être, comme le préconise, comme ce que prévoit Monsieur Blanquer, commencer par réduire le nombre d'enfants. Ça permettrait d'avoir moins de stress. Mais j'aime bien la solution. En fait, ce que je proposais dans la première concertation, ce sont des espaces ouverts, plus ouverts, des enseignants qui tournent, ne pas avoir le même enseignant tout le temps devant le nez, parce que un enfant peut bien aimer un prof ou peut ne pas l'aimer, comme un prof peut avoir un enfant dans le nez, je parle par expérience, ou un autre, ou apprécier un autre élève, mais il est bon de changer d'intervenant parce que ça rafraîchit les relations, parce qu'on a plus envie de se voir quand on s'est manqué et que c'est juste c'est comme l'amour, hein, c'est comme l'amitié. Quand on s'est pas vu pendant longtemps, ben tout est rafraîchi et tout est nouveau, neuf, et on a envie de se voir à nouveau. En étant ensemble tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc, suite à ça, au harcèlement, donc plusieurs profs par classe, des ateliers tournants, super chouette, cette cellule d'écoute et de pouvoir signaler le comportement déviant d'un enseignant, je trouve ça très important. Des enseignants qui secouent des enfants comme des pruniers, ça arrive et c'est à dénoncer. Et ça n'est pas à déplacer, c'est à suivre. J'aimerais bien aussi qu'on ait un psy qui tourne, un vrai psy formé pour les profs, pas pour les enfants, qui tourne sur plusieurs écoles, que le psy puisse suivre les profs, qui puisse assister à des séances, qui puisse passer dans les couloirs, écouter ce qui se passe, parce qu'à travers les portes, il y a beaucoup de choses que l'on perçoit. Et ça, que le psy puisse dire à l'enseignant « j'aimerais que l'on se voit », ça me paraîtrait essentiel. J'aimerais bien que des groupes de parole soient proposés par ce psy pour les enseignants, par exemple, tous les mois ou tous les mois et demi. Il y a beaucoup de profs qui vont trouver ça trop lourd. Le groupe de parole n'a pas besoin de durer 20 ans, mais je trouve qu'un prof qui a un problème et qui a le courage de le soumettre à la communauté, parce qu'on a tous les mêmes problèmes dans les classes, et de dire « moi j'aimerais savoir comment gérer ça, j'aimerais savoir comment vous faites » et avoir l'avis du psy et son regard là-dessus, ou un problème sur la gestion avec des parents, je trouve que c'est essentiel. Et je trouverais que ce serait une bonne avancée d'avoir un suivi psy pour les enseignants. Ensuite, j'aimerais bien qu'il y ait un accompagnement pour que le prof puisse sortir de son métier de prof si il estime, lui, et si le psy estime qu'il n'est plus apte à enseigner. Parce qu'il y a des profs qui ne sont plus aptes. Moi, j'ai eu j'ai eu un collègue notamment dont je me rappelle, qui hurlait vraiment à longueur d'année
sur les élèves, il ne leur parlait plus, il hurlait. Et ça, je trouve ça extrêmement difficile. L'autre chose que je propose, et cette concertation a vocation à évoluer. Je lis tout ce que vous mettez et je l'améliore au fur et à mesure de vos suggestions. C'est ce que j'ai fait pour la première concertation. Donc elle s'enrichit, cette concertation. Ce que je préconise, c'est suite à une expérience d'une collègue et amie en Bretagne. Elle a commencé à être directrice dans cette école. Son école était accolée à un centre de soins pour enfants handicapés. Les enfants n'étaient pas tout le temps dans les classes, parce que c'est difficile d'avoir un enfant handicapé dans les classes. Et je sais de quoi je parle. J'ai été dans un hôpital psy pendant toute une année, sans formation, avec 2 jours. Ah, et Marjorie, coucou, je t'appellerai Marjorie. C'est une maman qui fait l'école à la maison, avec laquelle on a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup expliqué comment ça se passait pour l'école à la maison. Grand merci Marjorie. Donc cette école était accolée à un centre de soins. Donc les enfants n'étaient pas tout le temps dans les classes. Les enfants qui avaient des handicaps lourds, ils étaient principalement l'après-midi, et il y avait les soignants qui étaient à proximité. Donc ils étaient intégrés dans les classes, pas tout le temps. C'était dans des ateliers, en accord avec les enseignants qui les connaissaient, et les enfants étaient confrontés à ces élèves malades ou handicapés qui avaient des difficultés. Donc cela induisait de la tolérance. Ça n'était pas forcément très lourd parce que l'enseignant ne les avait pas tout le temps. C'était fait en bonne entente avec l'équipe médicale, et on avançait énormément dans la prise en compte du handicap de la société. Donc pour moi, quand il y a un centre de soins, un IME qui se construit quelque part, on devrait obligatoirement y accoler une école standard. L'autre chose dont je rêve, c'est que quand il y a un centre de retraite, une maison de retraite, là aussi on devrait y accoler une école standard pour l'échange des générations, parce qu'on parle d'enfants qui ont des troubles et des handicaps, mais on pourrait aussi parler des vieilles personnes qu'on laisse sur le bas-côté dans notre société. Tout ce qui n'est pas standard est à prohiber. On ne veut pas en entendre parler, on les cache. Et les personnes qui sont en maison de retraite, qui sont seules, et les personnes qui sont tout simplement à la retraite ont énormément de choses à nous apporter, parce qu'elles ont une formation, parce qu'elles ont un vécu, parce qu'elles ont une spécialité, parce qu'elles ont travaillé ou vécu des choses, et ne serait-ce que pour parler de leur enfance aux enfants, vu la progression actuelle de la société, vu l'évolution, l'enfance de nos grands-parents n'a rien à voir avec notre enfance à nous, et mon enfance à moi n'a rien à voir avec celle de mes enfants. Donc, chaque génération a énormément de choses à apporter aux enfants. Elle a des savoir-faire à apporter. Tout ça, c'est du plus qu'on a pour l'école. Tout ça, il faut l'exploiter, parce que les gens qui partent à la retraite sont seuls. Ils n'ont qu'une envie, c'est être intégrés dans la société. Donc là, récemment, il y avait un atelier UNICEF à l'école de ma fille. On a fait, ils appellent ça les poupées frimousse. Du coup, je suis allée aider une après-midi pour concevoir ces poupées frimousse, parce qu'il fallait coudre et tout. Qui intervenait pour l'UNICEF? Des mamies qui étaient là, qui avaient envie, qui me disaient « moi j'adore, ça me fait sortir de chez moi, je suis ravie, je suis en train de faire quelque chose pour la collectivité, je suis en train d'aider, et je vois des enfants et je parle avec eux ». Et là, le moment était génial, parce qu'en plus, quand on parle avec leurs enfants, on oralise plein de choses. On demande à l'enfant pourquoi il choisit telle couleur de tissu pour sa poupée frimousse, pourquoi l'enfant l'appelle de tel nom. On découvre des cultures différentes, des origines, et tout s'élargit. Et la mamie parle avec la petite fille, lui apprend à coudre, lui apprend un talent, enfin lui partage son talent. Et tout ça est essentiel. Donc, maison de retraite, on a une main-d'œuvre gratuite là, qui nous tombe toute cuite dans les pattes pour l'école, et on ne l'exploite pas. Alors que c'est une main-d'œuvre qui est ravie d'être exploitée, qui ne demande que ça. Donc ça aussi, c'est dans la concertation, j'ai cru bon de le mettre, parce que je me suis dit qu'il fallait essayer de faire quelque chose d'intergénérationnel, quoi.
Et on pourrait faire intervenir aussi les papis-mamies pour faire l'université des petits. Donc ça, c'est le monsieur qui fait le super inventeur de Dragon Box, des applis que j'adore là, de numération, qui fait Numbers, Big Numbers, j'en parle souvent, qui me dit moi, mon papa est spécialiste du système solaire, il est à la retraite. Ben, il pourrait venir en parler aux enfants parce qu'il adore ça. Et ben voilà, ben moi le système solaire, j'en ai parlé plein de fois dans ma classe, j'adore ça, mais je ne suis pas experte. Et ben j'aurais adoré avoir ce papy sous la main, pouvoir lui dire hep hep hep, t'es dans mon quartier, t'habites à 2 pas, en plus il habite à 2 pas de mon école. Et donc il aurait pu venir et intervenir dans ma classe. Et je me dis, s'il y avait une plateforme où les papis-mamies pouvaient entrer, parce qu'ils sont souvent connectés les papis-mamies, pouvaient entrer leurs compétences, ce qu'ils aiment faire, ce en quoi ils sont prêts à aider les profs, à quel moment ils peuvent venir dans les classes parce qu'ils fatiguent plus vite, donc on leur demande pas de faire des journées complètes, on leur demande de faire 1 heure d'intervention et c'est tout. On va faire une petite recette avec eux, on va faire un petit cours sur le système solaire, des questions-réponses et après le papy, la mamie retourne vaquer à ses occupations et ils ont un super truc à partager avec leurs copains parce qu'ils ont vécu des choses avec les élèves et que c'est essentiel. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être bien plus vécu par les parents qui font l'école à la maison, le transgénérationnel, parce qu'ils ont l'occasion de sortir plus souvent et d'aller à la rencontre des autres. Alors qu'en classe, on est vraiment, on est quelque part enfermé parce que chaque sortie nécessite de prévenir les parents, d'avoir des accompagnateurs, d'être un nombre minimum d'accompagnateurs. C'est pas spontané comme ça. Donc voilà un petit peu. Intéressez-vous à ça. Si vous n'avez pas envie de commenter, vous n'êtes pas obligé. Ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre oui, non. J'ai mis bonne idée ou non ou ne se prononce pas. C'est tout. Mais partagez-le, ça coûte pas un copec. Et surtout, moi, ça va me faire une bonne base après pour dire au ministre, si j'ai l'occasion de le rencontrer, regardez, là, on a quelque chose à creuser. Et je voulais terminer avec le fait qu'il faut en fait suivre ses instincts. Juste parce que je répondais à une maman IEF, donc instruction en famille, hein, qui fait l'école à la maison, et je lui disais, quand j'étais instite, quand j'ai démarré, j'ai ressenti l'enfermement dans la classe un peu comme quelque chose d'étrange. Enfin, pourtant, je sortais moi-même du système scolaire, hein, j'ai été enfermée tout le temps, mais j'avais qu'une envie, c'était sortir avec mes élèves. Et on avait un tout petit carré de verdure qui bordait la cour bétonnée. Et j'avais souvent, j'emmenais mes CE2 sur ce petit carré avec mon livre de contes sous les pattes on s'asseyait, c'était un peu étriqué parce qu'on cultivait aussi des trucs, on n'avait pas trop de place, mais on se mettait comme on pouvait et on lisait dans l'herbe. Et je pense que j'étais vue un peu comme un ovni par rapport à mes collègues par mes collègues qui me demandaient ce que je faisais là. Mais c'était surtout le fait de sortir, de respirer et puis de changer d'air, de changer de lieu, parce que changer, ça permet aussi de recentrer les élèves. Puis le fait de marcher, on a le corps qui fonctionne et puis ça réinvestit l'élève après, qui va mieux écouter le conte. Et puis l'enfant était distrait, évidemment, parce qu'on était dans un jardin et qu'il y avait une coccinelle qui passait, un papillon, un truc à observer. Mais c'est pas grave parce que ça nous permettait d'en parler et même si ça interrompait l'histoire, on avait quelque chose sur lequel rebondir et pourquoi pas travailler après, plus tard en classe, faire des recherches sur ce sujet-là. Une dernière chose hyper importante, et là ça concerne les profs parce que je pense que les mamans qui font l'école à la maison n'en ont pas besoin parce qu'elles le font naturellement. C'est un truc que j'ai appris en Angleterre et je le faisais souvent en classe. Le fait de ne pas pouvoir bouger comme ça, il est impossible de garder l'attention de l'enfant souvent. Les Anglais l'ont compris il y a longtemps et appliquent ce qu'on appelle les settlers et les steerers. Settlers, c'est quand on est assis calmement à son bureau. Steerers, c'est les activités qui nécessitent de bouger. Et les enseignants anglais, que font-ils ? Font des chansons très souvent avec des gestes où tout le monde se lève et bouge en même temps. En classe, ça pose pas du tout problème, j'ai fait plein de fois, ça marche très bien et les enfants adorent. Et ensuite, on peut se réinvestir dans quelque chose de plus scolaire. Que font-ils d'autre ? Ils vont lancer les élèves sur un travail
Et il les lance comment? En leur disant travaillez où vous voulez. Moi, c'était en 2002 ça. Les enfants partaient dans les couloirs, partaient un petit peu partout, s'allongeaient par terre, enfin vraiment personne ne s'en souciait, personne ne se perdait, il y avait aucun enfant qui s'échappait et ça marchait très bien. Le tout c'est de faire confiance et je pense que si on marche dans une relation de confiance, même dans les reps les plus gratinés, parce que je l'ai aussi fait rue Ramponneau dans le 18e avec des enfants bien gratinés, et ben ça marche. En fait, au bout d'un moment, on se rend compte que la conscience fonctionne. Les enfants ont commencé à s'éloigner un petit peu en me regardant, en se disant « Est-elle bien sérieuse? Est-ce qu'elle ne va pas nous courir après en nous attrapant au collet en disant « Ça va pas mon bonhomme, qu'est-ce que tu t'imagines ?» Non, en fait, si on leur fait confiance à un moment, ça peut prendre. Mais c'est un travail de longue haleine. Je dis pas que le boulot des enseignants est facile et que ça ne nécessite aucun investissement. Je dis juste que qu'il faut en fait travailler ensemble et demander de l'aide et ne pas avoir peur de dire qu'on n'y arrive pas. Et si on constate un comportement anormal, que l'on soit enfant, parent, prof, que l'on constate chez un collègue, ne pas avoir peur de le dire non plus, parce que je pense que ça rendra service à tout le monde, y compris à la personne en souffrance. Voilà, je vous laisse et je pense que j'ai encore plein de choses à partager. Je vais encore compléter ça parce que j'ai eu une autre idée entre-temps. Cette plateforme-là pour les papis-mamies, je pense que ça serait pas mal. Je vous invite à le compléter et je vous tiens au courant pour la concertation et pour le rendez-vous avec Monsieur Blanquer si on arrive à se voir. Parce que je trouverais formidable. Je lui ai envoyé la concertation sur Twitter. Je lui ai dit que je lui ai déposé au ministère le lendemain. Il m'a répondu tout de suite le matin à 9h30. Donc super. Je vous tiens au courant. Au revoir tout le monde. Ciao.